commence. Bienvenue à tous. Donc pour la 5e édition, si je ne me trompe pas, 5e édition de notre cycle de séminaires, cycle mensuel de séminaires que nous organisons donc l'ULB Charleroi. Donc, deux mots peut-être quand même pour introduire, comme c'est la première séance. Je vais te donner le casque parce que comme ça on t'entend au... D'accord, ok. Voilà. Ça va. Voilà. Donc voilà, je voulais introduire, comme c'est la première séance de ce cycle de séminaires mensuels ici pour l'ULB Charleroi, simplement rappeler un petit peu les dynamiques en cours ici sur le plan de la recherche. Donc, ça fait 5 ans qu'on organise ce séminaire, ça fait 5 ans que plusieurs équipes de l'ULB Bruxelles ont investi ici Charleroi sur le plan de l'enseignement, mais aussi de la recherche. On avait d'abord le DULBA, le Centre d'économie appliquée, mon centre de sociologie du travail, le centre Métis, mais sont venus petit à petit chaque année nous rejoindre toute une série d'autres collègues qui ont des activités d'enseignement, des activités de recherche ici, le centre de droit public, le CEVIPOL, le centre de théorie de la vie politique, mais aussi le LAM, que des anthropologues et d'autres disciplines. Et l'objectif est évidemment petit à petit à travers les enseignements qu'on développe, les nouveaux cursus qu'on développe ici, de développer un vaste campus donc d'enseignement, mais aussi un vaste pôle de recherche en sciences humaines et sociales notamment. Alors, ce qui change par rapport aux éditions précédentes, c'est que je vous ai dit que les dynamiques de recherche s'intensifient, les collaborations de recherche pluridisciplinaires s'intensifient aussi. Et donc, nous avons créé tout récemment, et c'est sous l'égide de ce projet, de cette initiative qu'on vous accueille aujourd'hui, un nouveau centre de recherche, le centre de recherche Transfo, un centre de recherche pluridisciplinaire sur les transformations sociales, un centre de recherche de seconde affiliation, mais qui a vraiment pour ambition de coordonner et de servir d'ensemblier à toutes les dynamiques de recherche et de collaboration pluridisciplinaire de l'ULB à Charleroi. Voilà. Donc, c'est donc aujourd'hui Ilan Togerov, qui est directeur du centre d'ULBA, et moi-même, Aline Bingen, qui suis membre du centre de recherche Métis, qui coordonnons le séminaire, mais ça fait bien partie, c'est bien une activité centrale de cette nouvelle dynamique de recherche pluridisciplinaire. Et donc l'objectif de ces séminaires depuis 5 ans, c'est réellement de permettre aux chercheurs de l'ULB ou à d'autres chercheurs qui collaborent de manière étroite avec les équipes de l'ULB, de venir présenter l'état d'avancement de leurs travaux de recherche, que ce soit des travaux de recherche menés à Charleroi ou à Bruxelles ou ailleurs, évidemment. Et donc, pour cette première séance, on a le grand plaisir d'accueillir Anne-Laure Maty, qui est doctorante et assistante au centre de recherche Métis de l'ULB et qui va nous faire sa présentation. Travailler en abattoir à l'heure de la prise en considération du bien-être animal. Et voilà, je te cède tout de suite la parole. Merci. Voilà, merci Aline et merci Ilan pour votre accueil ici à Charleroi. Alors, je vais commencer d'emblée par introduire les limites de cette présentation par honnêteté intellectuelle. En fait, j'ai proposé de faire une communication pour ce séminaire il y a tout juste un mois. Et j'espérais que ce séminaire interviendrait beaucoup plus tard dans l'année, du coup. C'est pas grave, j'ai quand même des choses à vous raconter. Mais voilà, les abattoirs étant des foyers importants de contamination de Covid, je n'ai pas pu vraiment continuer ma recherche ces derniers mois. Et donc, je ne peux pas vraiment étayer avec mon matériel, quelque part. Donc, j'espérais pouvoir vous présenter plus de matériel empirique, mais voilà, je vais faire quelque chose qui n'est pas très conventionnel en sociologie. Ça ne va peut-être pas plaire aux puristes de la socio, mais voilà, ça reste quand même OK, je pense. Voilà, maintenant que j'ai placé le mot Covid en 5 minutes, on peut se détendre. Alors, je vais utiliser du coup aussi le matériel d'autres chercheurs et de journalistes qui ont fait des ethnographies en abattoir. Mais donc, il y aura quelques passages barbants où je vais devoir faire un recadrage, c'est-à-dire expliquer dans quel contexte ont été faites ces ethnographies et ces recherches et en quelle mesure je peux faire un comparatif avec les abattoirs belges, en fait. Voilà. Alors, imaginez que
Demain, vous perdez votre travail. Est-ce que vous pourriez du coup aller travailler en abattoir? Qui pourrait aller travailler en abattoir? Une personne quand même. Waouh. Bon, 2 personnes, OK. Bon, moi personnellement, je pourrais pas et quelque part votre réaction si peu enthousiaste est, révélatrice de la pénurie, d'emplois dans le secteur des abattoirs. Donc on manque énormément d'ouvriers, dans le secteur, de l'abattage. Être abatteur, c'est pas un métier qui fait vraiment rêver. Et je parle de métier parce que c'est la question qui va nous occuper aujourd'hui, la question du métier et la question de l'identité professionnelle liée au métier. Je reviendrai plus tard sur la notion d'identité. Alors, un permanent syndical de la FGTB Orval me dit ceci: bah voilà, c'est pas un métier qu'on peut considérer comme sexy, quoi. Un jeune qui sort de l'école va peut-être avoir plus envie d'aller travailler dans une chocolaterie ou dans une pâtisserie que dans un abattoir. J'ai eu besoin d'en savoir plus. C'est quoi un métier pas sexy? En sociologie du travail, on a une notion qui s'appelle la notion de sale boulot qu'on peut utiliser pour étudier le travail en abattoir. Alors, il faut savoir que chaque job contient sa part de sale boulot. On a tous des tâches qu'on n'aime pas faire dans nos jobs respectifs. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des tâches qu'on n'aime pas faire? Plusieurs solutions. On les délègue, très bien. Moi, si je dois remplir un formulaire horrible, administratif, mais qui est absolument nécessaire de le faire, je vais chez qui? Chez ma secrétaire préférée qui ne peut rien me refuser, évidemment. Alors, j'exagère un peu le trait, mais vous comprenez l'idée. Donc là, je parle de tâches au sein de jobs qui sont sales. Il y a des jobs qui sont sales dans la quasi-totalité de leurs tâches, dans l'ensemble de leurs tâches, et c'est le cas des ouvriers d'abattoir. Alors, pourquoi c'est sale, le travail en abattoir? D'abord, c'est physiquement sale. C'est mettre tout d'abord ses 5 sens à rude épreuve. Il fait froid dans un abattoir, il fait humide, il y a énormément de bruit, ça pue. Et un ouvrier me dit ceci: je pense que ce qui fait peur aux jeunes, c'est l'odeur. C'est pas un travail facile. Pourtant, c'est beaucoup moins lourd qu'avant, mais c'est pas facile au niveau de l'odeur, il faut avoir le cœur solide. Voilà, donc on comprend que d'emblée, l'abattoir est un repoussoir, c'est-à-dire que personne n'a vraiment envie d'aller y mettre le nez au sens propre du terme, quoi. Personne n'a envie d'aller sentir ce qui s'y passe. Alors admettons, une fois qu'on s'y est rendu et qu'on s'accommode au bruit, au froid, à l'odeur, il faut encore s'accommoder des horaires de travail aussi, qui sont particulièrement flexibles. On commence très tôt le matin en abattoir et en fonction du débit, on peut terminer très tard le soir, surtout le lundi en début de semaine et le vendredi en fin de semaine. Les journées de travail peuvent être particulièrement longues à certaines périodes de l'année, par exemple les barbecues d'été, les fêtes de fin d'année, les fêtes de Pâques. Les ouvriers disent tous qu'ils savent quand ils commencent, mais jamais quand ils finissent. Et c'est propre au travail en abattoir, il n'y a pas d'heure de fin de travail. Nous, on a tous des horaires réglo a priori, on commence à telle heure, on finit à telle heure. Les ouvriers d'abattoir, ils savent quand ils commencent, mais jamais quand ils finissent. Et le patron d'abattoir, du coup, il est chargé d'organiser le planning en fonction du nombre de bêtes qu'il y a à abattre. Alors, souvent, ça se passe bien, mais parfois, le transporteur, il arrive avec 50 bêtes en plus. Et c'est pas comme dans d'autres usines ou dans d'autres industries où on peut dire on postpose au lendemain. Non, là, les animaux, ils sont là, c'est une règle de bien-être animal, ils doivent être abattus le jour même. Donc la journée de travail, du coup, se rallonge. Alors cette ultra flexibilité du travail, elle a un effet pervers, c'est qu'elle tend à faire augmenter la cadence de travail. Il y a un ouvrier qui me raconte ceci: le problème, c'est qu'on a augmenté le rythme. Eux, les ouvriers, ils veulent pas finir tard et ils pensent, si on augmente le rythme de travail, on va finir plus tôt du coup. Avant midi, on tuait 200 bêtes le vendredi, en commençant à 5 heures. Maintenant, on en tue presque 300. On tourne plus vite pour pas finir tard. Mais du coup, le patron, il va rajouter des bêtes. C'est ça que je dis aux ouvriers, ça sert à rien de tourner plus vite pour rentrer de bonne heure à la maison. Voilà. Donc l'horrible effet pervers d'augmenter la cadence de travail et de ne pas avoir d'horaire de fin de travail, en fait. Alors la flexibilité du travail, c'est pas la seule composante du stigmate physique. Le travail en abattoir est un travail particulièrement lourd, répétitif, qui peut causer l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Alors, il y a toute une littérature qui existe sur le sujet. Je peux vous donner mes références après. Mais donc voilà, je le disais, la cadence de travail et la répétition des gestes fait que apparaissent ces troubles musculo-squelettiques. Mais on pointe aussi parfois du doigt un matériel qui n'est pas suffisamment adapté.
ou des couteaux qui ne sont pas aiguisés. Et ça aussi, c'est lié à la cadence de travail. Puisque la cadence est rapide, on ne prend pas forcément le temps d'aller affûter son couteau, et du coup, on force sur ses muscles. Et on trouve plus de TMS dans les abattoirs comparativement à d'autres industries du secteur alimentaire. Pourquoi? Parce qu'on emploie beaucoup de gens en fait en abattoir. C'est pas une industrie qu'on peut machiniser, robotiser. Pourquoi? Parce que l'animal est irrégulier. C'est un objet de travail irrégulier auquel les machines ne savent pas vraiment s'adapter. Je partage avec vous un extrait un peu long d'une ethnographie qui a été réalisée, donc pas par moi cette fois-ci, ce n'est pas mon matériel. Le sous-chef Pascal Le Gueulard arrive à côté de nous. Le casque rouge a son casier juste en face du mien. Jacques, un ouvrier, lui lance. « Il est mort, mon dos !»« Ah ouais, ça y est, il est foutu ?» répond Pascal, comme s'il s'attendait depuis longtemps à l'inévitable nouvelle. « Il est foutu, il voulait me mettre définitivement en arrêt, mon médecin. » Pascal appuie un coude sur un interrupteur qui dépasse du mur. Il prend un air grave et attentif. « Je suis baisé, j'ai 54 ans, c'est fini, je peux plus rien faire à la maison. Je peux plus rien faire. » Pascal ne sait pas quoi dire. L'homme repart, il est à vif. « J'ai 2 hernies discales qui se préparent. Il est où mon droit là ?»« Bah, ils vont te muter ailleurs, quelque part où tu seras assis, » lâche Pascal en faisant un signe de tête vers les bâtiments de la direction. « Même pas, je peux pas être assis trop longtemps, ni debout. Je suis baisé. »« Bah, ils vont te mettre une demi-heure debout et une demi-heure assis alors. »« Ah bah ouais, j'ai pas fini alors. »« Ouais, tu vas en chier jusqu'à la fin. » Voilà, alors c'est un peu de l'humour noir en abattoir, c'est un humour que j'aime beaucoup, mais cet extrait d'entretien cet extrait d'ethnographie montre quand même un sérieux problème, non seulement vis-à-vis du fatalisme, hein, répond Pascal comme s'il s'attendait depuis longtemps à l'inévitable nouvelle. On sait que les abattoirs cassent les ouvriers et il n'y a pas vraiment de solution pour ça, si ce n'est tu vas en chier jusqu'à la fin. Donc on va d'office te trouver un poste qui sera sans doute un peu plus léger, mais voilà, tu vas en chier jusqu'au bout, quoi. Alors, le petit cadrage barbant dont je vous parlais, c'est une ethnographie qui était réalisée en France, pas en Belgique. Donc, les TMS sont reconnus en France et en Belgique comme des maladies professionnelles, mais les processus de reconnaissance sont un peu différents. Donc, la procédure en Belgique semble être un peu plus sociale et les travailleurs semblent un peu mieux protégés en Belgique qu'en France. Voilà. Voilà pour le stigmate physique du travail en abattoir. Alors, le travail en abattoir, c'est aussi un travail qui est moralement et socialement sale. Et là, c'est peut-être plus difficile à saisir. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait tous des tâches sales dans nos emplois et qu'on avait tendance à vouloir les déléguer. Et bien, c'est particulièrement vrai pour ce qui est moralement et socialement sale comme travail. Alors, on aime presque tous la viande. Je dis bien presque tous, parce qu'il y a de plus en plus de végétariens. Mais on aime aussi les animaux. Ouais. Bah ouais. Or, pour avoir de la viande, il faut tuer un animal. Et ça, c'est une transgression de l'ordre moral établi. Tuer, c'est immoral. Donc bon, la question, c'est pas tellement de savoir est-ce qu'on préfère les animaux ou est-ce qu'on préfère la viande. L'idée, c'est plutôt de trouver un moyen de faire le sale boulot par quelqu'un d'autre. Comme ça, on règle notre dilemme moral. Si c'est pas moi qui ai tué l'animal, bah, je peux manger de la viande, c'est pas trop un problème. Qui peut situer l'abattoir le plus proche de chez lui? Est-ce que vous savez où se trouve l'abattoir le plus proche de chez vous? Alors les Bruxellois, c'est facile, il y a Anderlecht, tout ça, mais les autres? Non. Ben voilà, votre réponse est assez révélatrice, hein. On cache le travail en abattoir, on cache ce qui se passe entre l'animal et la viande, parce que c'est moralement sale, tout simplement. On préfère pas trop savoir ce qui se passe. Alors, pour votre info, l'abattoir de Charleroi, il est situé ici à Auchy, donc complètement excentré du centre-ville, là où on ne le voit pas et où on passe pas trop ces dimanches après-midi en famille, quoi, en gros. Alors, je me dois quand même de faire un recadrage historique ici. L'activité d'abattage, elle n'a pas été invisibilisée parce qu'on aime les animaux. C'est l'impression que donne mon discours, mais c'est pas tout à fait ça. Ok ? Au départ, il y a la volonté de cacher la mise à mort des animaux parce qu'elle est choquante. Ok, mais elle est choquante pas du point de vue du bien-être animal, elle est choquante parce qu'elle génère de la violence sociale. En tout cas, c'est la crainte qu'ont les classes supérieures, c'est de créer une violence latente dans les classes inférieures et en fait la crainte d'une révolution sociale.
Et donc, pour ça, les classes supérieures demandent à ce qu'on puisse centraliser l'abattage dans des abattoirs, en dehors des centres-villes, et qu'on ne tue plus les animaux devant les étals des bouchers, comme ça se faisait à l'époque, quoi. Donc, depuis la fin du 19e siècle, l'abattoir est quelque part centralisé. Et la rupture du lien entre animal et viande, c'est une conséquence de ça. Okay, donc, je répète, parce que c'est un peu alambiqué. Au départ, on a des classes supérieures qui craignent une violence latente et une révolution sociale dans les classes inférieures. Elles demandent du coup qu'on évacue l'abattage en dehors des yeux de tous. Et la conséquence de ça, c'est la rupture du lien entre l'animal et la viande. Et actuellement, ça résout quelque part notre problème moral. Alors, c'est sans compter sur le travail des associations de défense de bien-être animal qui sont particulièrement actives pour rétablir ce lien entre animal et viande. Je vous disais, le titre du séminaire parle de l'heure de la considération, de la prise en considération du bien-être animal. Et je vais citer maintenant la présidente de campagne pour la fermeture des abattoirs. Notre but premier, c'est de rapporter toute souffrance animale dans les médias pour que les gens puissent voir ce qui se passe. Il y a une raison pour que tout soit toujours fermé. Ils ne veulent pas être vus et donc nous, on est l'œillet qui permet aux gens de comprendre ce qui se passe. Voilà, donc c'était la directrice de campagne pour la fermeture des abattoirs d'Animal Rights, qui est une association qui place des caméras dans les abattoirs en Belgique pour filmer ce qui s'y passe et diffuser ça dans la presse pour que nous tous, qui ne sommes pas familiers des abattoirs, puissent voir ce qui s'y passe. Alors, qu'est-ce que ça implique contrairement pour les travailleurs, cette prise en considération du bien-être animal, progressive, alors que eux, c'est leur métier? Ben, forcément, on se rend bien compte qu'au plus on médiatise leur travail, au plus on médiatise quelque part ce moralement et ce socialement sale, au plus eux-mêmes sont stigmatisés. C'est-à-dire, mais comment vous pouvez faire un tel travail en fait? Comment vous pouvez tuer des animaux à la chaîne toute la journée? Alors, il faut savoir aussi que souvent, ces associations, elles portent plainte contre ces ouvriers. Donc, il y a des procès qui sont eux aussi médiatisés, ce qui renforce encore le stigmate de manière plus marquée. Et les ouvriers sont du coup soumis dans leur travail au quotidien au paradoxe du caring killing, qu'on peut traduire littéralement comme le paradoxe du soigner-tuer. C'est-à-dire que tous ces procès, ce travail des associations, etc., politiquement, ça devient pesant. L'agenda le bien-être animal vient à l'agenda politique. Et donc, il y a de plus en plus de réglementations en faveur du bien-être animal. Et donc, on demande aux ouvriers de prendre de plus en plus soin des animaux. Il ne faut pas qu'ils souffrent, mais il faut quand même les tuer. C'est un paradoxe, quelque part, qui est difficilement résoluble pour ces ouvriers. Alors, pour le petit point théorique pour les sociologues, on peut du coup assimiler les animaux de rente qu'on tue pour manger à un public stigmatisé au sens de Hughes, qui, lui, étudie les prisonniers et les gardiens de prison. Okay, donc, on peut faire un parallèle entre les animaux de rente et les prisonniers. Donc, c'est un travail qui doit être fait. Et alors, la stratégie que mettent en place les gardiens de prison pour résoudre ce paradoxe quelque part, c'est de prendre de la distance vis-à-vis des prisonniers. Et donc, les ouvriers d'abattoir, de la même façon, prennent une certaine distance par rapport aux animaux qui tuent. Et Michel me dit, bah, vous venez chez moi, c'est un zoo, j'adore les animaux, j'ai tout eu, des reptiles et tout, j'adore les animaux. Mais bon, voilà, c'est mon boulot de les tuer pour faire rentrer de l'argent et nourrir mes enfants. Donc là, on sent bien la distance qu'il met vis-à-vis des animaux qu'il tue par rapport aux animaux qu'il a chez lui, qu'il adore par ailleurs. Donc ça rompt un peu avec le cliché, l'ouvrier d'abattoir, psychopathe, qui adore la violence, le sang, tout ça. Pas du tout, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des postes plus sales que d'autres? Ça, c'était une question quand même que je me posais, parce que quid de la division du travail dans tout ça? Intuitivement et au vu de ce que je viens de vous raconter, on peut se dire qu'il y a des postes qui sont sans doute plus sales. C'est-à-dire que celui qui tue l'animal, dans mon intuition en tout cas au départ, il avait quand même une tâche plus sale que celui qui part le gras, par exemple, à la fin de la chaîne de production. C'était une intuition. Et c'est la magie de la sociologie, c'est qu'en fait, elle s'avère fausse bien souvent. Alors, situons d'abord l'abattoir dans l'espace et en tant qu'espace. Les abattoirs sont invisibles, on l'a vu. C'est pas vraiment dans les villes, c'est pas vraiment dans les campagnes, c'est dans des espèces de zoning entre deux.
C'est pas là où on va passer nos soirées posées. Jusque-là, tout correspond à ce qu'on avait imaginé. C'est invisible. J'ai moi-même visité 2 abattoirs et dans les 2 cas, je me suis perdue pour y arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de panneau genre « Bienvenue à l'abattoir ». Là, vous avez même plutôt l'impression, quand vous voyez ces 2 images, d'arriver au contrôle technique, par exemple, hein, mais pas dans un abattoir. Alors effectivement, quand vous entrez, vous êtes accueilli par un bureau, un secrétariat éventuellement. Et en fait, on comprend rapidement que ces bureaux qui sont en face, ou ces quais en fait, de chargement des carcasses, sont à l'avant de l'abattoir et qui font office de façade. Ils cachent la chaîne de production et la chaîne d'abattage. Donc il y a encore une invisibilisation, même sur le terrain, quoi. Alors, pour accéder à la chaîne, il y a tout un labyrinthe de couloirs entre les bureaux et la chaîne de production. Donc là aussi, on peut se perdre éventuellement. Et on visite toujours un abattoir à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence par visiter les frigos où il y a les carcasses et on remonte la chaîne en quelque sorte. Okay, donc des frigos, on passe dans ce qu'on appelle la zone propre, c'est-à-dire là où normalement toutes les opérations à haut risque sanitaire ont déjà eu lieu. Et on arrive ensuite au secteur salle, là où les opérations à haut risque sanitaire ont lieu. Donc il y a des hauts risques de contamination via germes, etc., de la viande en elle-même. Alors la frontière entre les deux, c'est quand la bête passe dans le secteur propre, elle est morte et elle n'a plus sa peau, pour simplifier les choses. Et pour vous représenter un petit peu comment ça se passe. Alors, il est très facile de passer du secteur propre au secteur sale, et c'est pour ça qu'on fait la visite dans ce sens-là. Par contre, pour passer du secteur sale au secteur propre, il faut désinfecter ses bottes, ses mains, changer de charlotte. C'est toute une procédure qui fait que du coup, on évite de passer dans ce sens-là. Bien que, de ce que j'ai pu observer, cette frontière est transgressée à maintes reprises. Alors, pour revenir à la question de départ, ouais, il faut suivre. Est-ce qu'il y a des postes plus sales que d'autres? À en croire, zone souillée, zone propre ou secteur propre, secteur sale, a priori, ce qui se passe dans le sale est quand même plus sale que ce qui se passe dans le propre. Alors, comme son nom l'indique, effectivement, il y a plus d'excréments, plus de sang, plus de gras dans le secteur sale. Donc, physiquement, effectivement, le secteur sale est plus sale. Alors, c'est aussi dans le secteur sale que s'effectue la mise à mort. Donc ça correspond toujours à mon intuition de départ, qui est être tueur, en fait, c'est sale. Alors, Pachira, dans son ethnographie aux États-Unis, il réalise une ethnographie, donc en tant que sociologue, il vient sous couverture d'un contrat ouvrier dans un gros abattoir qui tue 10 000 bêtes par semaine, donc c'est le quadruple d'un abattoir moyen belge. Et il essaye d'occuper un maximum de postes sur la chaîne de production pour pouvoir observer plein de choses, et il essaye d'accéder à la tuerie, justement. Et il y a un de ses collègues qui lui répond « Pourquoi tu veux faire ça? Tu veux étourdir ?» Quand je lui dis que peut-être, il me répond « Non, tu veux pas faire ça. Moi non plus, je veux pas faire ça. Personne ne veut faire ça, tu vas faire des cauchemars. » Ah, donc là, on sent bien qu'entre les ouvriers, c'est pas vraiment un poste qui est souhaitable non plus. Lui, il a envie parce qu'il a envie d'observer, mais a priori, les autres essayent de le dissuader de prendre ce poste. Alors, si on s'arrête là, de nouveau, mon intuition est toujours correcte. A priori, être tueur, c'est plus sale. Alors, est-ce que j'ai le temps d'entrer un peu dans les détails de la tuerie? Oui. Alors, la tuerie, elle s'organise en 2 temps. Alors oui, je dis la tuerie et les tueurs, mais parce que les ouvriers d'abattoir s'appellent comme ça, en fait. Entre eux, ceux qui effectuent la mise à mort sont les tueurs, et l'espace où s'effectue la mise à mort s'appelle la tuerie. Alors, si j'entre un peu dans les détails, elle s'organise en 2 temps. Premièrement, l'animal est acheminé jusqu'à un piège. Bon, je vous épargne les photos, du coup. Un piège où il est fixé et où il ne peut plus bouger a priori. L'idée est d'éviter tout mouvement de l'animal. Au moyen d'un pistolet à tige perforante, il est étourdi et puis basculé sur le sol. Après avoir été basculé, normalement, l'étourdissement, s'il est bien fait, l'animal est dans un état végétatif duquel il ne peut pas sortir. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore mort, mais quasi, quoi. Il n'y a plus aucun réflexe, enfin, il y a des réflexes nerveux encore, mais l'animal ne sent rien normalement. Il est ensuite mis en suspension par une patte et les artères carotides sont tranchées et les veines jugulaires également. Donc c'est ce qu'on appelle la saignée et c'est ça qui tue définitivement l'animal.
Alors, dans les grandes structures telles que celles présentées juste avant aux États-Unis ou celles françaises qu'on a vues, enfin le cas français qu'on a vu en début de présentation, eh bien, ces gestes sont effectués par 4-5 ouvriers différents. Il y en a un qui piège l'animal, l'autre qui l'étourdit, un troisième qui le bascule et un quatrième qui effectue la saignée. Et encore un cinquième qui le suspend. Donc, il y a une diffusion de la responsabilité entre les tueurs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qui tue l'animal. Ok, une fois qu'il est étourdi, il n'est pas encore mort, mais il ne peut plus sortir de cet état. Donc, il y a quelque part une diffusion de la responsabilité entre tous ces ouvriers. Moi, j'ai visité une petite structure et une moyenne structure. Et dans la petite structure, tous ces gestes sont effectués par un seul et même ouvrier, qu'on me présente d'ailleurs comme l'assassin. Voilà, ça donne envie. Hein. Alors, il y a quand même plusieurs études qui mettent en avant que être tueur, c'est pas si mal que ça. Premièrement, c'est un poste qui est en début de chaîne. Donc en fait, c'est les tueurs qui donnent la cadence de travail pour tous les autres. Et ça, c'est non négligeable dans un abattoir, puisqu'on l'a vu, le rythme de travail est un gros enjeu au niveau des conditions. Donc c'est plus que du confort, c'est aussi une domination symbolique par rapport à certains ouvriers dans l'abattoir, quoi. Il y a une position symbolique donc de ces tueurs dans la division horizontale du travail. Donc déjà là, ma question de recherche commence à évoluer un petit peu. Je me dis, en fait, être tueur, c'est pas si mal que ça. Alors, on va aussi parler de l'identité, parce que là, on a parlé d'un aspect très concret, mais on va plutôt parler de l'identité. Alors, c'est quoi l'identité? On peut parler de l'identité légale, genre quand on se fait contrôler par la police, par exemple, on se fait contrôler sa carte d'identité, quoi. Ben, en sciences sociales, c'est autre chose, évidemment. Alors, il y a de multiples définitions de l'identité. Les psychologues et les sociologues n'ont pas la même définition. Je vais essayer de pas trop attiser les tensions entre les deux courants. Donc, je vais m'essayer à une définition plutôt consensuelle. C'est la façon dont on se présente soi vis-à-vis des autres. Par définition, une identité, c'est subjectif. C'est pas quelque chose d'objectif. On sait qu'une personne parle de son identité parce qu'elle utilise un langage particulier. Si je dis de moi « je suis sensible », vous allez vous imaginer que je suis quelqu'un de sensible parce que c'est la façon dont je me présente vis-à-vis de vous. Ce n'est pas pour autant que je le suis, mais c'est la façon dont je me vois. C'est vraiment la notion importante de l'identité. C'est la façon dont la personne se voit. Et l'identité professionnelle, enfin, l'idée que la profession puisse jouer dans l'identité est très importante dans notre société. Quand vous rencontrez quelqu'un, une des premières choses que vous lui demandez, c'est bah, « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et vous attendez une réponse, pas bah, « je vais au cinéma le samedi ». Non, vous attendez bah, je suis chercheuse ou je suis prof, ou voilà. Vous attendez une réponse liée à la profession. Donc l'identité, elle se construit au travers de la profession. Alors revenons à nos ouvriers d'abattoir et à leur identité. Comment est-ce qu'eux se représentent leur métier au final? Bah, je vous ai dit, pour connaître l'identité des gens, il faut savoir comment eux se représentent, donc il faut faire parler les ouvriers d'abattoir. Joker, faire parler un ouvrier d'abattoir, c'est super difficile. C'est des gens qui sont particulièrement taiseux sur leurs conditions de travail, sur la pénibilité de leur travail, et ils assument parfois très mal leur métier. Il y a un ouvrier qui témoigne dans un documentaire Les damnés que je recommande vivement. Il explique qu'il ne pouvait pas expliquer à ses enfants ce qu'il faisait toute la journée. Impossible. En fait, il éviscérait les vaches laitières et il était chargé de sortir les veaux des matrices des vaches laitières. Il faisait ça toute la journée et il dit « je ne pouvais pas raconter ça à mes enfants ». Parfois, il y a certains veaux qui étaient vivants, etc. Impossible. Il y a une autre ouvrière dans un abattoir de volailles qui raconte qu'elle ne dit jamais qu'elle travaille à l'abattoir. Elle dit « je travaille à l'usine » ou « je travaille dans l'agroalimentaire », mais jamais « je travaille à l'abattoir ». Donc l'usage des mots et des étiquettes pour définir une identité professionnelle sous ses meilleurs aspects, ou dans ce cas-ci, les moins sales, c'est une des premières stratégies qu'on relève en abattoir. Alors, au vu de l'usage des mots, ou de l'usage des non-mots, devrait-on dire, on peut se dire, les ouvriers d'abattoir, ils construisent leur identité via autre chose que leur profession, puisqu'ils n'en parlent pas trop. En fait, non, de nouveau, la littérature vient contredire cette intuition. Dans les milieux professionnels sales, là où les professions sont relativement stigmatisées, en fait, on trouve des identités professionnelles très fortes, encore plus fortes.
C'est-à-dire qu'il faut pouvoir justifier vis-à-vis du monde extérieur pourquoi on fait un tel métier et il faut pouvoir l'assumer, quoi. Alors Stull, qui a fait une longue ethnographie aux États-Unis dans les abattoirs américains, prend complètement le contre-pied de l'image des ouvriers désespérés qui font un boulot sale, qui sont stigmatisés, etc., tels qu'on peut les voir dans le roman de Upton Sinclair, La Jungle, qui est un roman qui a été écrit au début du XXe siècle et qui raconte vraiment une histoire très pénible liée à l'immigration, au travail très pauvre dans les abattoirs et des conditions de vie très précaires. Stull, il présente dans son livre des personnes qui luttent de façon explicite pour la défense de leurs conditions de travail, mais aussi de façon implicite, c'est-à-dire dans des discussions 2 à 2, très interpersonnelles. Il y a une très forte identité professionnelle des ouvriers d'abattoir. Alors, il y a des stratégies qui ont été détectées par les chercheurs au fil du temps pour justement stabiliser cette identité professionnelle. Et cela passe notamment par l'exacerbation de la masculinité. C'est un métier très masculin quand même, on trouve assez peu de femmes, en tout cas dans les abattoirs bovins, porcins. Et cela donne des moments très démonstratifs, surtout quand il y a des visiteurs, puisque moi, en tant que chercheuse, par exemple, je suis une outsider dans l'abattoir, et donc ils doivent justifier quelque part leur identité professionnelle auprès de moi. Alors Geoffrey Le Guilcher, donc c'est notre journaliste là, qui a fait une ethnographie, enfin, si on peut dire comme tel, moi je trouve que ça s'apparente à de l'ethnographie, même si c'est du journalisme. Il est accueilli comme ça par un ouvrier. Bon, t'es nouveau, toi, non? Ok, je t'explique un truc. T'es plus jeune et plus beau que nous. Donc, si tu commences à parler aux filles, tu vas avoir affaire à nous. Un accident est vite arrivé. Ne parle pas aux filles. Voilà, donc là, on sent bien l'accueil sympathique. Timothy Pachira, il est accueilli par Salut trou du cul. Sympa. Voilà, donc une masculinité exacerbée. On peut aussi noter l'honneur qu'éprouvent les ouvriers à résister à un environnement physique hostile. C'est-à-dire qu'il y a une certaine fierté de la part de ces ouvriers de résister par exemple au froid. Anna Mera raconte son expérience dans les années 70. Elle est dans les ateliers de découpe où on travaille à des températures très basses, quasiment négatives. Et elle dit les ouvriers m'offrent régulièrement leur veste en faisant un peu les malins, genre tiens, moi j'en ai pas besoin, je résiste au froid et je suis un peu fière de ça, quoi. Et alors aussi, il y a l'usage du couteau, le matériel de travail par essence de l'ouvrier d'abattoir. Un ouvrier qui sait manier son couteau avec précision, etc., c'est quand même assez valorisé. Il y a un certain honneur à pouvoir le manier convenablement. Alors, la neutralisation du stigmate moral, elle revient aussi à avoir une certaine fierté à effectuer le boulot que d'autres ne peuvent pas faire. En fait, les ouvriers d'abattoir sont parfois contents du sacrifice qu'ils font pour la société, quoi. Bah ouais, moi en fait, je fais le boulot que tu pourrais pas faire. Tu pourrais pas tuer l'animal que tu manges, bah moi je le fais. Et il y a un certain honneur là-dedans. Olivia Mokijeski, qui est elle aussi journaliste et documentariste, a aussi pris la place des ouvriers d'abattoir. Donc elle était aussi sur une chaîne de travail et elle nous dit ceci. Un ouvrier en jour en pause m'avait dit sur le ton de la boutade en croisant l'un des tueurs, le Seigneur est parmi nous. Ça m'avait marqué. Aux yeux du public, ils ont parfois l'image de bourreaux, mais au sein de l'usine, ils représentent la virilité et le courage. La mort est leur métier, pas grand monde ne se porterait volontaire à leur place. Voilà, je pense que c'est bien résumé, effectivement. C'est bien résumé, effectivement, sur le fait que, voilà, être tueur, au final, il y a un certain honneur à faire ça. Alors, j'aurais encore plein d'exemples à vous donner, mais je pense que vous comprenez l'idée. Mon intuition de départ était fausse. Être tueur, c'est pas forcément le poste le plus sale dans l'abattoir. Au contraire. Et du coup, je vais terminer par encore un extrait d'ethnographie. Vous avez compris, c'est un peu mon préféré, quoi. Voilà, qui met en évidence mon propos d'aujourd'hui et peut-être, voilà, on voit peut-être les ouvriers d'abattoir de manière différente et avec plus de respect. Elliot, un ouvrier, s'arrête net de travailler. Il attrape son couteau, le range dans sa coutelière et se barre de son poste. Pascal, le sous-chef, s'approche. Elliot l'avertit. S'il ose le toucher, il va le regretter. Elliot se fait la malle en pleine chaîne. Je le vois passer en bas de ma nacelle, Pascal à ses trousses. Le chef suit l'intérimaire le long de la chaîne sans le toucher. Cette histoire s'est terminée dans le bureau de Jean-Jacques, le chef opérationnel. Le numéro 2, Jean-Jacques, a commencé en disant « Taisez-vous tous les deux, je ne veux pas vous entendre ». On lui a raconté ce qui s'est passé et il ne veut rien entendre de plus. « Elliot, j'ai rien à te reprocher. Pascal, tu sais ce que j'attends de toi. Demain, Elliot, tu reviens ici et on aura oublié tout ça. Bonne journée, messieurs. » Elliot achève le récit de cette histoire à l'abri fumeur et conclut par une citation dont j'apprécie la sagesse. « J'ai toujours dit, qui veut du respect s'en procure. » Merci.
parole. Notre collègue de Légion, responsable de l'animalerie à EHPAD, mais également d'autres. Voilà. Oui. Abattage rituel, je suppose que c'est un autre chapitre. Alors, je répète la question pour ceux qui ne l'ont pas entendu et qui suivent via Teams. On demande si l'abattage rituel, c'est un autre chapitre. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, l'abattage rituel n'est plus autorisé qu'à Anderlecht maintenant. Donc, la Flandre et la Wallonie, depuis le mois de juillet, n'autorisent plus l'abattage rituel. Donc, c'est-à-dire, l'abattage rituel, ça consiste en quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à l'obligation d'étourdir avant la saignée. Ce qui n'est pas le cas dans l'abattage rituel. On n'étourdit pas avant la saignée. Du coup, moi, c'est une thématique que j'ai pas trop envie de traiter. Pourquoi? Parce que c'est très fort à l'agenda politique, mais je pense que c'est juste politique au final. Quand j'en parle en entretien avec des vétérinaires qui sont sur le terrain et cetera, voilà, c'est presque un non-sujet en fait. Et voilà, dans la tradition sociologique et plutôt empirique, les questions, elles émergent du terrain et très peu de vétérinaires, de patrons d'abattoirs, d'ouvriers évoquent l'abattage rituel. Donc voilà, j'ai considéré que c'était un non-sujet. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les abattoirs avec différents types d'animaux? Tu n'as pas évoqué bovins, etc. Et tu n'as pas parlé, je sais pas, des poulets, etc. C'était encore autre chose. J'imagine que c'est plus féminisé, si j'ai bien compris. Ouais. Ma question, c'est de savoir comment ça se manifeste, s'il y a une hiérarchie et comment elle se manifeste. Alors, donc la question ici, c'était est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les abattoirs de différentes espèces animales? Alors oui, il y a un certain prestige dans l'abattage bovin, par exemple. La viande bovine étant une viande plus noble dans les consciences. Au départ, il y avait même un certain esthétisme en fait à fleurer une carcasse, c'est-à-dire à la parer de manière tout à fait esthétique pour le client en fait. Ce qu'on ne retrouve pas dans les abattoirs de volailles, par exemple, qui sont peut-être plus bas de gamme, si je puis dire. Mais maintenant, on est dans un système industrialisé. En général, un abattoir n'a qu'une chaîne. Ça devient rare les abattoirs qui ont une chaîne bovin, une chaîne porcin, une chaîne volaille. En général, ils sont spécialisés dans une espèce. Les bovins sont encore abattus avec les chevaux en général. Mais donc non, il y a pas tellement je dirais qu'il y a plus tellement de hiérarchie entre les coûts. D'un point de vue salarial, c'est les mêmes. Il y a 2 commissions paritaires, une pour les volailles et une pour les, si je raconte pas de bêtises, et une pour les bovins porcins. Mais globalement, c'est les mêmes conditions de travail. Et par contre, effectivement, il y a plus de femmes dans les abattoirs de volailles, mais parce que c'est des postes plus légers, tout simplement. C'est beaucoup plus lourd dans les abattoirs bovins et porcins, donc là, on trouve moins de femmes. La peur, sans demander est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il faut comme formation finalement, parce que chacun d'entre nous, s'il veut demain donc qu'est-ce qu'on peut mettre l'accès finalement est assez facile. C'est ça que la personne qui commence à faire dans le cible. La deuxième question, les abattoirs, c'est un peu un petit gâchis. Le paradoxe, c'est que les boucheries sont bien au centre-ville et dans je dirais avant, les viandes maturées, on les met en vitrine et c'est censé chaleur. Et donc, c'est quelque chose qui est exposé en ville. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier ce paradoxe? Et alors, la troisième question, c'est une blague sur le Covid. Je vous allez revenir sur le Covid, mais en tout cas, dans le centre des États-Unis, les abattoirs sont un outil essentiel qui continue à fonctionner comme il se passe, qui se passe de temps pas. Donc, ça montre bien que c'est quand même considéré quelque chose d'important dans notre société. C'est continuer à fonctionner. Donc,
comment est-ce que de nouveau concilier ça, parce que ça fait quoi, ce que vous avez entendu sur Question très intéressante. Donc, si j'ai bien compris, la première, c'était quelle formation est nécessaire, quel niveau de qualification est nécessaire pour... C'est ça. Finalement, c'est un métier facilement accessible. Ouais, voilà. Donc, est-ce un métier facilement accessible? Alors, être ouvrier d'abattoir, ça ne nécessite pas de qualification particulière. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui, en fait, pourrait aller travailler en abattoir théoriquement demain. Tous les ouvriers que j'ai rencontrés, à qui j'ai pu parler, sont formels. On apprend sur la chaîne. On est formé sur la chaîne, sur le tas. Et au plus on reste longtemps, au plus on a accès à divers postes. Donc, il y a des postes qui sont plus techniques que d'autres, effectivement. Par exemple, manier la fendeuse, c'est super difficile. C'est un des postes les plus compliqués. Donc, c'est ce qui fend la carcasse en 2 parties égales. C'est un des postes les plus compliqués, les plus techniques, celui auquel on arrive, en fait, en fin de carrière, en général. Mais non, il n'y a pas de formation particulière. Il y a une formation par contre pour le désossage-découpage. Donc c'est la partie juste après l'abattoir. Les carcasses, elles sortent en demi ou en quartier, mais pas plus loin, quoi. C'est-à-dire qu'après, elles vont à l'atelier de découpe et là, il y a une formation qui existe, découpeur-désosseur, et c'est aussi un métier en pénurie. Mais donc non, ils sont formels et en fait, dès qu'on essaye de créer une formation, pour devenir ouvrier d'abattoir, ça marche pas et ça n'a pas de succès parce que personne ne veut faire ça. Même les patrons disent: «Non mais en fait, même ceux qui viennent de la découpe des os, qui viennent travailler en abattoir, ils comprennent pas, la cadence en fait, elle s'apprend que sur la chaîne, quoi». C'est ce qu'ils disent. Alors la 2e question, c'était... Ouais, la visibilité, voilà. Donc, il y avait le contraste, par rapport au fait que les boucheries, elles exposent des belles carcasses et cetera. Elles sont visibles en ville. Mais voilà, c'est la subtilité du secteur dit, de la viande. C'est qu'on a la partie élevage, la partie transformation et la partie distribution. La partie transformation, elle s'arrête après la découpe. OK? Donc la boucherie, c'est déjà de la distribution où on voit la viande. Alors effectivement, on constate que maintenant, on voit de plus en plus revenir, la boucherie comme un métier cool. Il y a, une ethnographie intéressante qui a été faite aux États-Unis par Osejo, qui a infiltré les milieux, bouchers. Donc c'est des classes supérieures, en fait, qui se réapproprient les jobs des classes inférieures, notamment les bouchers, et qui en font un métier cool, quoi. Parce qu'il y a la transmission du savoir, la belle viande et cetera. Et Osejo est venu, à Louvain-la-Neuve l'année dernière et je lui ai posé la question: «Est-ce que, vous pensez que l'abattage un jour deviendra un métier cool?» Et il m'a dit: «Non, je pense pas». Et je pense qu'il a raison effectivement, on segmente de plus en plus le secteur pour ne pas montrer juste la mise à mort, quoi. C'est vraiment, déjà le fait que les ateliers de découpe soient séparés des abattoirs. Avant, c'était un seul secteur et encore avant, c'était les bouchers qui faisaient tout le travail. On segmente de plus en plus pour justement isoler cette partie mise à mort et abattage, quoi. Donc a priori, aucune raison que ça change. Peut-être via l'abattage, mobile. On essaie de développer en Belgique, un camion abattoir qui se déplacerait de ferme en ferme pour abattre localement. Ben ça rendrait quelque part plus visible, le processus d'abattage et ça restaurerait un peu le lien entre animal et viande, mais ça reste quand même très marginal, quoi. Et la dernière question, c'était... Désolée, j'ai une mémoire courte. Ouais, donc est-ce qu'en Belgique, c'était aussi considéré comme un métier essentiel, par rapport au covid? Alors il n'y a pas eu d'arrêt d'abattoir en Belgique, sauf un en Flandre qui a été un gros foyer de contamination. Heu, alors oui, c'est un métier essentiel, mais c'est le principe du sale boulot, en fait. C'est que, c'est la subtilité du sale boulot. C'est-à-dire que c'est des métiers qui sont essentiels. Gardien de prison, c'est aussi un métier essentiel au regard de la société. Il faut enfermer ces criminels, il faut les garder, mais la société va quand même penser que, ou faire croire à celui qui l'effectue que ça ne l'est pas. Et c'est là tout l'enjeu du stigmate et toute la subtilité du stigmate. C'est de dire: «C'est essentiel, mais on va jamais le reconnaître vraiment, de manière, affirmée, quoi». Je voulais simplement savoir si l'objectif est d'analyser, de voir ce qui se passe, d'analyser les relations entre les gens, ou il y a un objectif, j'allais dire presque thérapeutique ou interventionniste qui est bien voir ce que peut faire. L'objectif
Alors, c'est marrant. Donc, quel est l'objectif de ma thèse? En fait, moi, je travaille pas tellement sur les notions d'identité, donc c'est-à-dire que j'en fais un chapitre dans ma revue de la littérature, parce que là, j'ai beaucoup cité de la littérature déjà existante. Mais moi, je vais plus travailler sur comment, je vais aller plus loin, c'est-à-dire comment justement ces normes de bien-être animal qui, deviennent de plus en plus strictes, de plus en plus précises, comment elles influencent, le travail en abattoir directement. L'organisation du travail, comment l'ouvrier s'adapte à ça. Pas tellement d'un point de vue identitaire, mais d'un point de vue vraiment, organisation du travail, quoi. Heu, donc oui, il y aura la question des solutions qui vont venir, mais vraiment du terrain, quoi. C'est-à-dire comment, en fait, l'organisation du travail a impacté, comment elle change, comment elle s'en trouve modifiée, et cetera, quoi. C'est plutôt une information. On a parlé de formation des gens. Il faut savoir que de plus en plus maintenant, les directeurs d'abattoirs demandent à des vétérinaires comportementalistes de venir donner des cours. Et un collègue qui en donne régulièrement du côté de Liège me disait c'est intéressant parce que je donne ça depuis une dizaine d'années, mais depuis 2 ans, quand je donnais ces cours, c'était tout le personnel qui était là, mais maintenant les patrons viennent aussi et ils écoutent. Alors c'est vachement intéressant ce que vous me dites, je veux bien le contact de ce vétérinaire. Je perds pas le nord, hein. Donc il y a une réflexion plutôt ici par rapport au fait qu'il y a une demande de la part des patrons et des ouvriers d'abattoirs pour, des formations en comportementalisme animal. Alors ouais, c'est vachement intéressant et ça m'étonne pas que les patrons commencent à s'intéresser à ça aussi maintenant parce que ça leur fout les boules, hein, ces associations qui viennent, filmer chez eux, les patrons ont tout intérêt à ce que ça se passe bien. Parce que les abattoirs, c'est aussi un secteur qui est économiquement en crise. Il est situé, comme je le disais, entre l'élevage et la distribution, donc ils sont vraiment ultra dépendants de ce qui se passe en amont et en aval. C'est un opérateur intermédiaire qui ne possède pas de marchandises à proprement parler. Donc, dès qu'il y a une crise qui touche le secteur, qui touche un abattoir en particulier, ça touche tout le secteur, en fait. Donc, ça ne m'étonne pas que que les patrons d'abattoirs soient de plus en plus intéressés par ce genre de pratiques. Ouais. Oui. Pardon. Donc, j'avais suivi un mémoire sur les groupes anti-spécialisés et l'étudiant disait qu'il y avait souvent des actions sur les sites des abattoirs. Là, on pouvait rendre hommage aux animaux qui arrivaient avec des bougies, enfin, voilà, avec toutes une série de symboles. Je me souviens plus très bien, mais je sais que c'était assez différent. Et du coup, je me dis que ces ouvriers d'abattoir il doit y avoir une sorte de rencontre sur cette guerre morale. Et je me demande si eux, si vous avez pu entendre des discours un peu de type rhétorique défensive par rapport à ces attaques-là. Ça, c'était une question. Enfin, qu'est-ce qu'ils font de ces interactions-là? Et l'autre question, vous avez dit qu'il y avait des ouvriers de toute la et là, je me demandais sur quelle base, si vous pouvez un peu expliquer tout ça. Ouais. Alors, donc la première question, c'était, quelle est la réaction au final des ouvriers et des patrons aussi qui viennent, qui assistent à une démonstration, d'une association de bien-être animal qui vient rendre hommage aux animaux qui vont être tués, dans la journée. Alors j'ai pas eu de réaction d'ouvriers, mais par contre j'ai une réaction de patron à qui c'est déjà arrivé. Alors c'est tout en diplomatie, quoi, c'est le patronat, donc on va aller discuter d'abord, on va aller voir, quelles sont leurs motivations et si leurs motivations sont extrêmement claires, voilà, ils cherchent à gagner du temps, en fait, tout simplement pour que les animaux soient abattus le plus vite possible. Hem Alors, il y a déjà eu des histoires, par exemple à Anderlecht, on a kidnappé une chèvre ou un cochon et puis alors on met, cette chèvre, sur la voie publique et ça fait un peu d'esclandre et puis il y a la presse qui est là et donc on appelle les unités de bien-être animal et voilà, ça fait en fait, le but de ces associations, c'est clairement de visibiliser. Tout ce qui visibilise est bon, hem et du coup, le patronat en réaction, c'est juste rendre le plus invisible possible, qu'ils partent le plus vite possible, et éventuellement qu'on discute. Je viens d'avoir une petite secousse. Hem,
Mais donc, j'ai pas eu de réaction particulière. Les syndicats sont peut-être plus virulents à ce niveau-là. Là, par contre, ils disent ouais, bien-être animal, bien-être animal. On parle pas assez du bien-être des employés et des ouvriers qui se tuent sur la chaîne. Les gens, ils veulent manger de la viande, ils doivent assumer. Et ils comprennent pas vraiment ce discours antispéciste, en fait. Ils comprennent pas non plus qu'on puisse ne pas manger de viande. Ça les dépasse un peu, quoi. Je réfléchis à quel autre type de réaction j'ai pu voir. Ouais, il y a la réaction du... Donc, il y a une fédération belge de la viande rouge qui réunit du coup tous les patrons d'abattoirs et d'ateliers de découpe. Eux, ils sont plutôt à l'écoute de ces associations, mais c'est purement économique. C'est-à-dire, ils sentent bien que la réputation du secteur est en jeu et donc ils ont tout intérêt à collaborer et donc à les écouter et avoir une forme de partenariat, quoi. D'ailleurs, dans le cadre de cette thèse, on a un comité d'accompagnement externe qui est composé d'associations antispécistes et du patronat, quoi. Donc voilà, on arrive à les réunir autour de la table quand même. Ça marche. La deuxième question, c'était... Ah oui, sur les procès, qu'est-ce qu'il en est, sur quelle base? Des procès pour cruauté, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on voit des images. Alors on peut se dire, voilà, tuer un animal, c'est un peu la zone grise, c'est-à-dire on sait qu'on doit le tuer, mais parfois dans ces vidéos, je ne sais pas si vous les avez déjà vues tourner sur YouTube, il y a des actes clairement qui sont pas vraiment dans la zone grise, quoi. C'est un ouvrier qui bat à mort un animal qui veut pas avancer. Enfin voilà, on a des expressions de violence manifestes avec lesquelles on peut pas vraiment discuter. C'est clairement de la cruauté. Alors la question, et le juge va un peu discuter ça. Ouais, mais dans quelle mesure est-ce que en fait c'est quand même pas dû au travail, c'est-à-dire cet animal, il doit être abattu et il doit avancer. S'il veut pas avancer, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Voilà, donc c'est toute cette discussion-là qui a lieu. Maintenant, moi, de ce que j'ai lu parfois pas dans mon dans ma recherche, mais dans d'autres ethnographies, c'est des ouvriers qui disent: «Mais parfois, j'ai des moments où je sors complètement de mon corps et je bats un animal avec juste un tube en plastique, mais j'en peux plus et je sais pas ce qui me passe par la tête, mais voilà, en fait, tuer de manière systématique, ça rend un peu, c'est une forme de traumatisme, quoi. D'ailleurs, on parle dans la littérature de stress post-traumatique. Donc le tout dans ces procès, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui relève du stress post-traumatique comme violence et qu'est-ce qui relève de la réelle cruauté gratuite et voilà, quoi. En France, ouais, récemment, il y a eu des condamnations, ouais. Ouais. Je vais juste voir aussi s'il n'y a pas des questions dans ceux qui sont sur Teams. J'en prends peut-être une dernière ici, ouais. Moi, c'est une question par rapport aux cadences de travail. À quel niveau elles se décident? Donc, c'est apparemment par rapport aux arrivages. Mais qui décide de ça? Est-ce que c'est complètement constant? Et comment, tu parlais, dans la littérature, il y avait des éléments d'info par rapport aux ouvriers, pratique de freinage. Mais à quel point est-ce que ça aide de freiner? C'est facile de mettre un comment, quelle pratique peuvent avoir les ouvriers pour gérer leur conditions de travail de cadre? Ouais, c'est une question vachement intéressante et vachement complexe en même temps. Donc, comment la cadence de travail est décidée et organisée? Alors clairement, c'est le patron on peut penser que c'est le patron qui a la main et qui décide: «Je place 250 bêtes et donc on commence à telle heure et ça sera fini». Mais en fait, le patron lui-même, il dépend des commandes des ateliers de découpe. Et quand l'atelier de découpe lui dit: «Demain, je t'envoie 300 bêtes» et que finalement il y en a 350, en fait, le patron, il a non seulement pas décidé du nombre de bêtes initial et surtout le nombre initial est pas correct. Donc de nouveau, ça rend compte de la position difficile économiquement parlant des abattoirs dans la chaîne de production complète, quoi. Et du coup, au niveau du rythme de travail, ouais, je pense que c'est vraiment une décision, enfin, c'est des ajustements à la marge, quoi. Il y a des pratiques de freinage, il y a des pratiques d'accélération de ceux qui comprennent pas encore que ça entraîne une augmentation de la cadence. Mais a priori, je crois que les ouvriers ont quand même plus de marge de manœuvre que ce qu'ils croient.
parce que théoriquement, on ne peut pas les obliger à bosser plus vite. Mais il y a quand même cette pression symbolique aussi. Par exemple, entre un jeune ouvrier qui vient de débarquer et un ouvrier plus expérimenté qui se situe juste avant lui sur la chaîne, il y a quelque part une domination symbolique. L'ouvrier expérimenté qui travaille plus vite est bien, ça met la pression au plus jeune qui veut aussi faire son travail vite. Rien à voir avec le patronat cette fois-ci, c'est une domination entre ouvriers dans la division horizontale de la chaîne, quoi. Alors j'y viens, en plus il y a des statuts d'emploi différents dans l'abattoir, qui fait que, l'ouvrier qui est payé à l'heure, pas de problème, on s'en fout de combien il s'en fout de combien de bêtes il fait à l'heure. Par contre l'ouvrier, le tâcheron, l'indépendant qui est payé à la pièce, lui il a tout intérêt à ce que ça gaze le plus vite possible, quitte à tuer son corps, mais lui il est payé à la pièce, quoi. Donc ces statuts d'emploi génèrent aussi encore, des cadences de travail, différentes. Bien que le paiement à la pièce, c'est pas un truc normalement qui est légal, mais c'est des pratiques qu'on trouve encore, ouais. Voilà, je vais juste voir s'il y a des questions dans Teams. Je vous écoute et puis je les retransmettrai pour le public. Félix, Gaspard. Il faut allumer vos micros si vous avez des questions. Oui, vous m'entendez? Ouais. D'accord, super. Ouais, je vous ai posé une question sur le chat. Ah. Je disais, donc, quels sont les effets, ou quels effets de la montée en puissance du bien-être animal sur le travail d'abattage avez-vous pu commencer à observer dans les abattoirs belges? Parce que vous parliez tout à l'heure, c'était au cœur de votre thèse, au niveau organisationnel, productif, technique, etc. En gros, c'est quoi les grands éléments que vous pouvez observer à ce niveau-là? Ok, donc là la question c'est quels sont les effets de la montée en puissance du bien-être animal sur le travail d'abattage? Avez-vous pu commencer à observer dans les abattoirs belges? Bon ben voilà, en fait c'est ma question de recherche, c'est mon hypothèse de thèse. Donc ça fait 2 ans que je travaille sur le sujet, mais je suis parallèlement assistante aussi, donc voilà, je suis pas sûre de pouvoir encore apporter vraiment des éléments de réponse. Je viens de terminer mes 20 entretiens exploratoires, mes 2 visites exploratoires d'abattoirs, donc j'ai pas encore malheureusement de réponse à apporter vraiment à ce niveau-là, mais ça va être l'objet du terrain prochainement, quoi. Voilà, super. De rien, Félix. Je vais annoncer les 3 prochaines séances. La prochaine aura lieu le 1 du 10 avec Amaury Machelin, qui est doctorant fraîche au centre de droit public, qui vient d'en parler, le président de discrimination des femmes. 7 novembre, Maxime Fontaine, économiste, qui vient d'en parler de décentralisation de la question mondiale. Et le 8 du 12, Maïté Maskens et Manon Estas qui viennent d'en parler de cadre d'ajustement. Merci à vous et rendez-vous dans un faire et sandwich et voilà. Merci. Merci. Je dis juste au revoir sur Teams et puis je suis